on va déjà dédier ce shiur pour la mémoire, pour le moment, parce qu'il n'est pas encore en terre demain, si Dieu veut, de M. Richard Shimon Darmon, le papa de Shanice Billy, de Bethsabée et de, je crois que c'est Ava, la petite sœur, que Hachem les accompagne dans cette épreuve très difficile, qu'il les renforce, qu'il les conforte et qu'on entende des bonnes nouvelles de notre Hachem. On va prier également pour la maman de notre amie Cynthia, qui a vraiment, vraiment, vraiment besoin de toute notre filote, Jacqueline Bat Aziza, également pour le papa d'un autre de nos amis qui s'appelle Shlomo Ben Frecha, on va dire. Que Hachem lui accorde également une Refoua Shlema Bekarov, la maman de ma belle-sœur Sarah Bat Zafira, qui, elle, grâce à Dieu, c'est un Covid un peu lourdeau, mais bon, grâce à Dieu, ça va. Et voilà. Et si vous avez d'autres personnes à qui on peut dédier cette étude, n'hésitez pas. Je vais essayer de sélectionner ma liste. Ah oui, il y avait une liste aussi Ouais, pour les femmes enceintes. Exact. C'est la sidra de la semaine. Et on a dit, donc cours du jeudi, pour la Refoua Shlema de Sadi Bat Rivka, Alexandra Esther Chaya Bat Patricia Luna, Malka Chaya Bat Simi, Franck Nathan Désiré Ben Rivka, pardon, Franck Nathan Ben Désiré Rivka, Keti Rivka Bat Mesaouda, Talia Yaakov Ben Sarah, Shira Yafa Bat Sarah, Aaron Ben Gracia, et Linda Sarah Bat Gabi Simcha Bat Kuka, Kiki Yaakov Ben Simcha, Lamiel Bat Sarah, Ruth Mesaouda Bat Sultana, Meir Ben Sari, Adiel Ben Shoshana, Akiva Ben Esther, Jean-Marc Mandechai Ben Arlet Zeina, Odelia Simcha Bat Hana, Abraham Yehoshua Ben Sultana, Shlomo Ben Frecha, on l'a dit, Jean-Michel Pérez, Joseph Ben Josette Michal. Un bon zivoug Bezrat Hashem pour Sarah Mesaouda Bat Sultana, Shmuel Ben Sarah, David Abraham Ben Gila, Myriam Bat Raya, Yaniv Ben Yona Arlet, Linoy Refaela Bat Esther, Emma Bat Pascal Ruth, Myriam Bat Issa. Et des bébés Bezrat Hashem en bonne santé pour Efrat Moran Bat Lisa, Mélissa Esther Bat Léa. Et attends, Myriam, je veux bien que tu me donnes le nom de ta sœur Esther. Esther Batiael. Ah oui, c'est vrai. Elle me l'a dit en plus. Non. Esther Batiael. Sharon Rivka Bat Simcha, Elidan Binyamin Ben Esther. Et Elida Kala pour Doris Bat Gila. Et voilà. Alors, nous en sommes aujourd'hui à notre cours numéro 7, les filles. C'est ça, hein? Ouais, cours numéro 7. OK. Et on va parler... Ah oui, pardon. Tiens, je t'ai pris le pied. Tu veux écrire un... Désolée, je suis une piqueuse de stylo. La semaine passée, on était resté... Vous allez me dire si je ne me trompe pas. On avait fait l'amour inconditionnel. On était dans l'affection. Johanna, j'ai besoin de ton aide. À cours du mardi, cours du jeudi, je pense que c'était l'amour sans limitation. C'est ça? Je t'entends pas, Majo, t'es mutée. On avait fait, c'était l'affection et on avait terminé sur la théorie de l'attachement. D'accord. Théorie de l'attachement. Mais je ne sais pas si c'était toi qui l'avais... Enfin, je sais pas si ouais, d'accord. Ah, super, ben, j'ai marqué. OK, donc cours du jeudi. Parfait. Donc, OK. Donc, en fait, oui, la semaine passée, on rappelait qu'il y a 3 piliers à l'éducation. Il y a les fondations qui sont l'amour et l'affection, la discipline qui représente les murs et l'encouragement qui représente le toit de la maison. Vous vous souvenez de ce fameux schéma, OK? On est, depuis la semaine passée, en train d'explorer le besoin d'amour. OK? Qui est-ce qui chantait? J'ai besoin d'amour. D'accord? Bon, le besoin d'amour inconditionnel de nos enfants.
et particulièrement dans cette génération. Et parce que je commence à dire des bêtises, je vais tout de suite lire un télim et demander à Kadosh Baruch Hu qui me donne les bons mots. On va choisir. Shira Maalot, les David, Inematov, Manaim, Shevet Achim Gamirchad, Kashemen Atov, à la roche Yored, à la Zakan, Zekan Aaron, Shiored al Pi Midotav, Ketal Hermon, Shiored al Aretzion, Kisham, Tiva Adonai et Aberacha, Chaim Adaolam. Alors, on disait, on vit dans une société super stressante. Il y a des stimuli permanents qui créent beaucoup de stress, d'accord? On se crée toute seule du stress parfois, même si parfois il n'y a pas grand-chose à faire. Il y en a qui disent, je me noie dans un verre d'eau. Pas besoin de se noyer pour être stressé, d'accord? Un petit verre d'eau peut nous noyer, mais on peut être stressé même sans avoir des choses particulièrement grandes à fournir. Juste faire un repas pour Shabbat, parfois, ça peut procurer un stress si on le prend comme quelque chose de stressant. Ok ? Et on disait aussi un truc super important, c'est que l'enfant, avant l'âge de 7 ans, il a une vision, une perception très égocentrique du monde. C'est-à-dire qu'en fait, pour lui, eh bien, le monde tourne autour de lui. Et c'est pas grave, c'est normal. C'est pas de l'égoïsme, hein, c'est super, c'est exactement ce qu'on attend d'un enfant. Le seul problème, c'est quoi? C'est que s'il a une maman stressée, cet enfant, okay? S'il a une maman stressée ou une maman triste, par exemple, d'accord? Il va se dire que c'est de la faute de qui si la maman elle est stressée ou elle est triste, puisque sa perception du monde, elle est égocentrique. Il va dire c'est de ma faute. Ouais. Donc, en fait, ça va lui mettre une forme de culpabilité. Il va se sentir comme responsable inconsciemment de l'état de sa mère, ok, ou de son père. Il va inconsciemment sentir une certaine culpabilité. Et le problème, c'est donc comment est-ce que le Rav Jacobson, il nous dit, du coup, en fait, cette génération, ils partent, c'est comme s'ils naissaient avec un déficit en affection. C'est-à-dire qu'il faut comprendre qu'il faut carrément redoubler de démonstration affective pour combler ça. Vas-y. Les générations d'avant, il y avait d'autres choses. Donc, il y avait aussi que les mamans étaient stressées, il y avait beaucoup d'enfants, il y avait moins d'aide, il y avait moins de matériel, de confort, tu vois. D'accord. Donc, est-ce qu'il y avait aussi ce problème dans les générations précédentes? Oui, mais le Rav, il nous dit, en fait, dans les générations précédentes, c'était de manière ponctuelle. Par exemple, on va parler de la guerre, d'accord? Ou alors de l'exode qu'ont dû faire certains de nos parents quand ils sont partis d'Algérie, du Maroc, de Tunisie, ok? C'était un super stress. C'est un trauma. Ok, c'est un traumatisme. Et en même temps, donc à ce moment-là, l'enfant peut se dire oui, c'est vrai, mais il y a une cause endogène extrêmement claire. Là, moi, par exemple, quand je peux voir certaines clientes qui viennent me voir pour gérer leur stress, pour apprendre à gérer leur stress, elles disent mais je ne comprends pas pourquoi je suis stressée. Parce qu'en fait, je n'ai rien de spécial dans ma vie. J'ai un gentil mari. Je suis contente, mes enfants sont en bonne santé. On a de quoi manger, on peut faire quelques extras. Pourquoi je suis stressée comme ça? D'accord? En fait, il y a une forme de stress dans la société qui n'est pas forcément liée à quelque chose d'évident. D'accord? C'est une génération il n'y a jamais eu autant de consommation, par exemple, d'antidépressifs ou anti-anxiolytiques ou des choses comme ça. Pourquoi? Parce qu'on a du mal à gérer nos émotions, parce qu'on est dans un rythme de vie qui est extrêmement soutenu et stressant et qu'on est en fait dans un mode, je t'ai expliqué ça mardi à l'autre cours, c'est qu'il y a une théorie qui est très intéressante qui est disponible. Je vous enverrai le livre Blineda. C'est qu'en fait, le monde, d'accord, dans sa totalité, le monde, Dieu a créé le monde avec des attributs féminins et masculins dans tout le monde, d'accord? L'attribut masculin, il va être extrêmement dans la force et la rapidité, mais pas dans l'endurance. Ce n'est pas quelque chose qui va durer. L'attribut féminin, lui, a des cohortes, donc des énergies plus faibles, entre guillemets, en revanche, beaucoup plus endurantes et beaucoup plus stables. OK? Or, on vit en Occident et l'Occident est représenté par cette énergie masculine, ces attributs masculins. Il faut qu'on we have to be achievers. Il faut qu'on soit dans l'accomplissement. Il faut qu'on soit dans la réussite, dans
comment est-ce qu'on va dire? La performance. Dans la performance, merci beaucoup. Okay, dans la performance. Et ce, quel que soit le moment de l'année, quelle que soit la situation. Okay, on va demander en fait des énergies très fortes, performantes en permanence, ce qui n'est pas humain. Les générations précédentes, et notamment notre culture qui n'est pas une culture occidentale à la base, d'accord, on s'oppose même à la culture occidentale en un sens, on est beaucoup plus proche des cultures orientales, arabes, etc. Pourquoi? Parce que, en fait, la culture orientale, qui va être celle de l'Asie, celle du Moyen-Orient, etc., eh bien, elle adopte et adhère à des cohortes beaucoup plus féminines. C'est qu'en fait, on va voir par exemple que la méditation, d'accord, ça va être quelque chose qui va être très courant en Asie. On prend des moments, des temps où on redescend l'énergie. On fait redescendre l'énergie. On n'est pas toujours en énergie soit haute positive, soit haute négative, d'accord, pas forcément dans l'excitation ou la colère, mais on va être dans des énergies plus basses, qu'elles soient positives ou négatives. Énergie basse négative, ça va être le repli sur soi, la méditation peut-être, la tristesse parfois, mais l'acceptation de cette tristesse comme quelque chose qui fait partie de nous et qui nous permet de passer en fait un peu comme l'hiver vers une transition de renaissance, d'accord ? C'est quelque chose qui n'est pas tellement accepté dans le monde occidental. C'est pour ça qu'il fait des câbles. Exactement. Allô? C'est pour ça qu'il y a des... Oui, tu nous entends? Je ne sais pas, il y avait comme une déconnexion, mais peut-être que c'est que moi, je ne sais pas. C'est reparti. Ok, top. Donc, on disait, l'Orient et l'Occident représentent un petit peu des extrêmes, entre guillemets, en termes de masculinité et de féminité. Okay, et nous, donc, en tant que femmes, puisqu'on a en nous cette énergie féminine, on voit que c'est une énergie cyclique. Okay. On a en nous le temps qui va diffuser, en fait, qui va faire qu'on a un cycle biologique, okay, qui va être ancré dans nos hormones féminines, c'est-à-dire qu'on va avoir une diffusion d'hormones différentes qui va nous donner une énergie différente tout au long du cycle. Et le cycle, c'est un peu comme celui des saisons, d'accord ? On a le printemps, c'est-à-dire la naissance des bourgeons, la naissance de la création de l'endomètre qui vient enrouler un petit peu les parois utérines pour permettre à un moment ou à un autre à l'ovule de venir s'installer, d'accord ? Donc, ensuite, on a donc la période de comment est-ce qu'on va appeler ça ? De l'été, où les choses fleurissent. Donc, on a eu le printemps, on a semé, les choses fleurissent en été, donc toujours une énergie plutôt positive. Le printemps, c'est plutôt positif et bas. L'énergie de l'été, c'est plutôt positif et haut, d'accord, et fort. Et ensuite, on va avoir cette période qui correspond à l'automne et à l'hiver, qui est dans notre cycle aussi. Qu'est-ce qui se passe? On a les règles, d'accord, donc ça se décroche, tout comme les feuilles qui vont tomber, ok. Et ensuite, on a une période hivernale où on a l'impression que les choses, entre guillemets, sont mortes ou en stagnation ou qu'il ne se passe rien. Ça, c'est l'énergie basse et négative, d'accord. Et pourtant, malgré tout ça, il y a une renaissance qui arrive. Ce cycle-là, c'est un cycle naturel. C'est un cycle qu'Hachem a voulu dans la nature. La nature, elle est en équilibre entre le masculin et le féminin. Sauf que dans la culture dans laquelle on est, nous, d'accord, aux États-Unis, en France, en Europe, on est dans une culture qui a adopté le rythme extrêmement masculin. Il y a une... C'est quoi, c'est l'idée ? Donc, ouais, si tu veux, ce serait ça. Il faudrait que tu sois tout le temps, en fait, au top. D'accord ? Et par exemple, très rares sont les entreprises où on va accepter que quelqu'un te dise « Attends, là, je suis un peu fatiguée aujourd'hui, je vais travailler de la maison. » Bon, maintenant, avec le corona, peut-être ça pourrait être un peu… D'accord ? Mais on n'acceptait pas l'échec. D'accord ? Le capitalisme, il faut être performant, il faut être le meilleur, il faut être… Et donc, en fait, ça, ne serait-ce que ça crée un stress. Et en particulier chez la femme qui, elle, en réalité, si elle veut être le plus performant possible dans la durée, elle ne doit pas suivre une linéarité vers le haut,
quelque chose d'exponentiel comme ça, mais elle devrait faire en fait des spirales qui avancent un peu comme, vous savez, les ressorts. Pour avancer, la femme, eh bien, elle va faire des cycles qui sont sous forme de spirale, pas forcément une flèche verticale. Est-ce que ça se ressent sur la fertilité de nos jours? Bien sûr, voilà. Et on le voit. Parce qu'en fait, on n'accepte plus tellement le corps. Il y a 2 livres que je vais partager avec vous. Un qui s'appelle Spiral and Arrow, qui est un super livre. C'est une chercheuse juive qui a été cherchée justement dans notre sagesse, aussi bien dans la Kabbale que dans le Talmud, que dans le Tanakh, etc., pour comprendre la féminité et la masculinité et expliquer la société dans laquelle on vit. Et un autre qui n'est pas juif, mais qui est très intéressant, qui s'appelle The Flow, par Alisa Vitti, qui est en tout cas une américaine d'origine italienne, qui explique le corps de la femme et comment est-ce qu'on peut être au mieux dans notre corps féminin. En particulier, quand on a des filles, comment est-ce qu'on va pouvoir en fait leur présenter le cycle féminin de manière positive? Parce qu'en réalité, quand on prend les yeux occidentaux sur le cycle féminin, on voit que vu que c'est nié, on doit les nier, ces cycles. Tu dois nier quand tu es en période de repli, peut-être de ralentissement un petit peu. On dit non, il faut que tu le contres, il faut que tu sois toujours performante, que tu sois toujours à ton top, etc. Donc, en gros, c'est comme si on annihilait l'énergie féminine qui est en fait sous forme de spirale. Oui, je monte, je redescends, mais j'avance tout le temps. J'avance, mais sous forme de ressort, entre guillemets, tu vois. Et donc, c'est sur la longueur. Exactement. Qui va être peut-être beaucoup plus exponentielle, rapide, mais qui ne va pas tenir sur le long terme. Okay. Et bien sûr, l'équilibre idéal du monde, Akadosh Baruch Hu nous dit, le monde, en fait, il doit être shalem, il doit être en shalem, il doit être complet. Et la complétude, c'est quoi? C'est l'équilibre entre le masculin et le féminin. D'accord? Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Alors, pourquoi est-ce qu'on parle de ça? Ça s'était déconnecté quand tu disais le monde arabe et le monde occidental. C'était quoi? Le monde arabe, c'était basé sur quoi? C'est pas forcément que le monde arabe, en fait, c'est l'Orient. L'Orient accepte une certaine énergie féminine. C'est-à-dire qu'en Orient, et tu vas avoir par exemple en Asie, d'accord, ou même dans certains pays arabes, eh bien, il y a cette forme d'acceptation d'une énergie plus basse. Notamment, tu le vois, ils accordent du temps pour la méditation, ils accordent du temps pour la prière 5 fois par jour. Est-ce que le hammam, tout ça qui est dans leur culture, ça s'entend aussi Oui, c'est-à-dire que dans la culture arabe, je connais moins, mais dans ce livre, c'est vraiment très intéressant. Si vous voulez, on en discutera une fois. Je vais vous envoyer le lien Amazon. Mais il est top, ce livre, vraiment très intéressant. En tout cas, pourquoi donc les enfants ont encore plus besoin dans notre temps de démonstration d'amour? Je ne t'entends pas, Leslie, je ne sais pas si tu me parles. Non? Ouais, je dois y aller, j'ai mon fils dans la voiture. Ah, salut Lior. Petit chouchou. Il a fini l'école plus tôt aujourd'hui, ils n'ont pas école l'après-midi. Donc, enjoy. Je regarde la vidéo, c'est enregistré, hein? Je vois. Ok. Ouais. Merci. Bye. Alors, pourquoi donc ils ont encore plus besoin de démonstration affective? On comprend. C'est qu'en fait, étant donné que la société nous pousse tout le temps à être beaucoup plus efficace et que ça forme un stress de manière inconsciente sur notre corps et que l'enfant de moins de 7 ans, lui, considère que le monde tourne autour de lui. Donc, si la maman est stressée ou s'il y a des problèmes, lui, il ne va pas se dire « Attends, mon père, il est stressé » ou il crie contre moi ou il crie contre maman parce que il a eu des problèmes au travail et il n'a pas de quoi payer le loyer. Il ne se pose pas cette question. Il se dit c'est peut-être parce que moi, je ne suis pas un bon garçon, puisque lui voit le monde à travers ses propres, à travers une vision très égocentrique. Alors, ce qui est intéressant, ce que nous dit le Rav Jacobson, c'est qu'en plus, étant donné qu'on s'est habitué à ces standards de vie, en fait, le seul moyen, c'est vraiment de redoubler de démonstration. Et on le fait en un sens, parce que parfois, peut-être qu'on est beaucoup plus démonstratif que les générations précédentes. D'accord ?
c'est parce que c'est nécessaire aujourd'hui. Okay, donc, on en était là. On disait, la semaine passée, on disait l'amour inconditionnel est extrêmement important. Vous voyez ce que c'était. Et donc, quels sont les dommages de l'amour conditionnel? Et qu'est-ce que c'est l'amour conditionnel? Mélissa, Myriam, Johanna, est-ce que vous avez une idée de ce que c'est pour vous? Qu'est-ce que ça veut dire l'amour conditionnel? Conditionnel ou inconditionnel? Conditionnel. Ça ne te parle pas? Myriam, Johanna, est-ce que ça vous parle? Par rapport aux enfants, tu parles, oui. Oui. C'est par exemple de dire, tu veux parler de Myriam? Non? Ok. C'est par exemple de dire, ah là là, maman t'aime parce que tu as fait ça. Ah là là, je t'aime encore plus quand tu es comme ça. Tu vois? Pourquoi? Parce qu'en fait, tu es en train de dire, l'amour de maman, il dépend de ton comportement. Alors, c'est bien ou pas bien? C'est pas bien. On va voir pourquoi. D'accord? On doit aimer de manière inconditionnelle, c'est-à-dire ne pas faire dépendre l'amour qu'on donne aux enfants d'une action, d'un comportement qu'ils ont. Mais est-ce que naturellement, je suis en train de penser à mes enfants, est-ce que naturellement, on ne le fait pas sans savoir qu'on fait quelque chose de mal? Ça peut tout à fait, bien sûr. Bien sûr. Ça, c'est destructeur alors. Alors, on va voir en quoi, quelles sont ses conséquences. En fait, il nous dit, il y en a qui disent, par exemple, bah, l'amour, ça se mérite. D'accord? Non. Oui, mais d'accord, mais il y a des parents qui peuvent dire, attends, je n'ai pas dû montrer que je l'aime, d'accord, lui donner beaucoup de démonstrations d'amour, s'il se comporte comme un petit voyou. Ou on le voit parfois, des enfants qui choisissent des voies différentes, d'accord? Par exemple, quelqu'un qui a des enfants religieux alors qu'il n'était pas religieux et qui va considérer, ah bah puisque c'est comme ça, c'est plus mon fils. Il y a des gens d'accord? Bien sûr, il y en a. Et inversement, puisque tu es sorti du derrière, puisque tu es sorti de la religion, tu n'es plus mon fils. Je t'aime plus. Je ne veux plus te voir. D'accord? Donc, pareil, ça peut être, ça, c'est des formes d'amour conditionnel. Ou si tu te comportes comme ci ou comme ça, ben, je vais te montrer moins d'affection. D'accord? Ah oui, j'ai un mauvais réseau Internet, désolé. OK? Ou alors se dire, je vais te montrer beaucoup plus d'affection quand tu agis bien. Ah, là, tu mérites un petit câlin de maman. Non, le câlin de maman, tu le mérites quoi qu'il en soit, puisque tu es mon fils et je t'aime. Donc, même quand il se comporte pas mal, même quand il se comporte mal, d'accord, on doit faire en sorte de faire respecter les règles, comme on l'a vu dans le premier chapitre sur la discipline, mais l'amour, il ne doit pas être dépendant de ça. On ne doit pas jouer, on ne doit pas faire du chantage affectif par rapport à une action non respectée ou par rapport à un comportement qui ne correspond pas à nos attentes. Ça fait du sens? Ouais, je réfléchis. Et en fait, le Rav, il dit, il faut comprendre une chose. Il va prendre un exemple. Il dit, pour comprendre à quel point l'amour du parent, c'est essentiel pour un enfant, c'est vital, il dit, d'accord? Il dit, c'est un peu comme si on donnait c'est comme si, en fait, on transpose la situation à un nourrisson. Imaginez que vous avez un nourrisson à la maison. Si jamais vous lui dites, ah, tu as bien dormi, tu as laissé maman dormir, donc je te donne ton biberon. Mais si tu ne dors pas bien, je ne te donne pas ton biberon. D'accord? Walou, il n'y a pas de biberon. OK? Que Dieu préserve. Et bien, en fait, il dit que l'amour pour un enfant et de la part de ses parents, c'est aussi vital que le biberon pour un nourrisson. C'est la nourriture de l'âme. Okay? Donc, il dit si les démonstrations d'affection elles sont subordonnées au comportement de l'enfant, qu'il n'est digne de l'amour de ses parents que sous certaines conditions, alors il va en déduire que ce qu'on aime, ce n'est pas lui, en fait, mais c'est ce qu'il fait. J'ai une question. Bien sûr. On m'a appris une fois, de la part d'un coach en éducation, que tu dois reward l'enfant. Par exemple, tu lui dis, voilà, si ton comportement change par rapport à ça, il faisait quelque chose de pas bien, mais que tu deviens meilleur par rapport à ça, alors tu vas avoir droit à un cadeau. Bien sûr, et mais mon là, mari, il adhère complètement à ça. D'accord. Et moi, je suis complètement contre.
Et donc, c'est un problème dans la maison, ça, cette histoire de cadeau, de reward et tout, parce que je comprends pas pourquoi mon fils il doit avoir reward alors qu'il fait quelque chose de normal. Et ça n'a rien à voir avec l'amour. Ça, c'est la discipline. Ouais, mais est-ce que toi, tu crois en ça? Alors, tu te souviens, quand on parlait de discipline dans le premier chapitre, on parlait, par exemple, d'avoir un chart. Oui, c'est ça, c'est l'histoire du chart. C'est un bon. OK. Bon, et pour certains enfants, ça peut très bien fonctionner. Un enfant, il va marcher à la récompense, entre guillemets. Est-ce que c'est quelque chose de positif ou non? On dit, même le Ramban, il dit que pour faire passer un message de Torah, par exemple, on peut l'entourer de dattes et de miel. D'accord? Ça veut dire que si tu penses que ça va être positif, si c'est un message qui est vraiment important à traduire et que tu dois l'enrober autour de quelque chose de doux, parce que ton enfant il va le comprendre à ce moment-là, alors fais-le. Pourquoi? Parce qu'il y a un truc qui est très inhérent, qui est très, comment est-ce qu'on va dire? J'arrive pas à trouver le mot. Qui est très important à comprendre, et que Shlomo Ameler nous dit dans Kohelet, il nous dit Kamaim apanim alapanim, ken lev adam le adam. De la même manière que quand je regarde mon reflet dans l'eau, eh bien, je vois le reflet de mon visage, d'accord? De la même manière, mon cœur dans celui de l'autre homme. C'est-à-dire que lorsque je fais quelque chose, eh bien, l'émotion ou l'intention que je vais avoir à ce moment-là va se refléter et la personne va prendre la chose en même temps que l'émotion qui va avec. Donc, un enfant à qui on enseigne un truc sympa, d'accord? Un truc, je sais pas, un instrument de musique, c'est plutôt sympathique, d'accord? Mais qu'il a une maîtresse qui lui tape sur les doigts, tu vois, comme c'était le cas des vieilles profs de piano à l'époque qui enseignaient le classique avec une règle et qui tapait sur les doigts de l'enfant quand il faisait une fausse note. L'enfant, il va dire, en fait, la musique, je prends l'émotion qui va avec, c'est quoi? C'est la frustration, la douleur, la souffrance. Donc, musique égale souffrance. OK? Donc, bien sûr que c'est important d'enrober la leçon que tu veux lui apporter dans quelque chose qui va avec une intention positive. Donc, ça peut être un petit reward, mais en effet, peut-être ce qui ne te plaît pas, c'est que du coup, tu dis, alors, donc tu vas avoir du matériel pour quelque chose de... Quelque chose que naturellement, tu dois être capable de faire. Alors, comment est-ce que tu peux... Alors, tu peux essayer de réfléchir à comment faire que cette chose, elle soit enrobée dans quelque chose de doux, mais qui ne soit pas matériel. Ça peut être, tu vas par exemple, tu sais quoi, cette semaine, tu as super bien fait, je ne sais pas quoi, d'accord, tu as réussi à faire tes devoirs tous les soirs. Maman, ça lui fait super plaisir, on va aller manger une glace tous les deux. Ou, je ne sais rien, un moment du coup. Tu vois. Ou alors, tu peux lui dire, on vient, on joue au Monopoly ou au Trivial Poursuite ou je ne sais pas trop quoi, d'accord? Ah là là! Et tu te mets son bras comme ça à côté. Et tu sais, comme j'étais fière de toi, là, comme tu as bien fait tes devoirs, tu vois ce que je veux dire? Tu peux enrober la chose différemment. Mais oui, c'est vrai que ça fonctionne d'enrober. Le reward, ça fonctionne. Mais après, en effet, et ça dépend de quel type de reward. Ça peut être une sucette, ça peut être une montre. C'est sûr que là, ce n'est pas la même chose. Tu vois, tu gâtes, entre guillemets, l'enfant dans ce cas-là. Mais là, on parle de conditionnel pour l'amour, pas pour la discipline. Pour l'émotionnel. Exactement. On parle d'un conditionnel dans le don d'amour, dans la démonstration d'amour. La gâterie, ça, c'est lié à la discipline. Donc, et qu'est-ce qu'il nous dit, le Rav? Il nous dit... comment est-ce qu'on va faire finalement quand l'enfant il se comporte mal? Alors, il nous dit, il faut lui montrer, bien sûr qu'on n'est pas d'accord avec ça, mais sans animosité. C'est-à-dire, par exemple, il dit, répondre, je ne suis pas contente. Cette attitude, elle ne te correspond pas. On ne parle pas de cette manière. D'accord? Mais jamais dévaloriser l'enfant, l'humilier ou lui faire comprendre qu'il ne mérite plus notre amour à cause de son comportement. Par exemple, un enfant qui fait, je sais pas, qui écrit sur les murs, d'accord, à 3 ans, et lui dire « Oh là là, mais maman, elle t'aime plus, mais t'es un petit voyou, mais t'es insupportable. » D'accord? Pourquoi? D'abord, tu lui colles une étiquette. On a vu plusieurs fois la force de la parole.
sur la matière. Donc, tu es en train de coller une étiquette à ton enfant que c'est un voyou, un méchant, etc. Donc, et en plus, tu es en train de lui dire maman, elle ne t'aime plus parce que tu as fait ça. Donc, tu mets encore une condition. Okay, donc là, il dit, peut-être que tu peux dire, ah là là, mais toi, tu as vraiment un talent artistique, allez, viens, on va faire un cours de dessin. Ok, mais sur les murs, maman, elle n'est pas du tout contente qu'on écrit sur les murs, parce que les murs, ce n'est pas du tout fait pour être gribouillé. Ok. Ensuite. Et c'est-à-dire juste, tu vois, par rapport à un truc tu sais, sur l'affection et tout ça, par rapport à un cours qu'on avait fait, j'ai mis un petit mot dans le lunch de mon fils et il a adoré, ça lui a fait trop plaisir. Ah, au Hachem, tant mieux. Ouais, tu vois, des fois, c'est des petits trucs comme ça. Il a adoré son petit mot. C'est vrai. Tu sais quoi, moi aussi, la dernière fois, j'ai marqué sur la porte, je devais sortir et Tani rentrer là, Yeshiva tard, et je vais marquer par la porte sur laquelle il rentre, un petit mot comme ça, je ne suis pas là, mais je t'aime, j'espère que tu as passé une bonne journée, appelle-moi quand tu rentres, et je lui ai collé, et il m'a appelé, il m'a dit, mais t'es trop mignonne, merci beaucoup, maman. Ouais. Mais ça fait plaisir, tu sais, ça fait, maman, elle t'aime en fait, elle pense à toi, même quand tu n'es pas là. Et un autre qui m'a sorti hier, oh, tu as fait mon plat préféré, ça sent bon. Quand je rentre à la maison et que ça sent bon, mon plat préféré, je suis tellement heureux. Okay. C'est vrai qu'en fait, on parlait la semaine passée, je ne sais pas si tu as eu le temps d'écouter le cours, mais des langages d'amour. Et qu'en fait, il y a différentes formes de langage. Chaque personne a son langage. Parfois, il y en a qui ont tous les langages, d'accord? Donc, tu écouteras le cours, c'est rigolo. Là, en fait, il nous dit, le Rav Jacobson, le Talmud, dans le traité Avot, il nous apprend que quand l'amour dépend d'un autre facteur, alors lorsque ce facteur extérieur cesse d'exister, l'amour disparaît. Mais lorsque l'amour ne dépend de rien d'autre, alors cet amour continuera toujours d'exister. Ok ? Il y a un autre truc qui est très intéressant, c'est le Rav Aryeh Kaplan qui le dit dans Made in Heaven, qui est un super beau livre que je vous conseille aussi de lire sur le mariage juif. C'est très intéressant pour si vous connaissez des gens qui vont se marier, c'est un très beau livre. Dans ce livre, il parle de l'amour. Et notamment, il dit que la première forme d'amour qu'on voit apparaître dans la Torah, en fait, quand on voit un mot apparaître pour la première fois dans la Torah, c'est en général une situation qui va expliquer l'essence de ce mot. D'accord ? Et il dit, la première fois qu'on voit apparaître le mot amour dans la Torah, c'est dans Bereshit, et c'est un amour parental. Ok ? C'est l'amour entre Abraham et Yitzhak. Et il dit en gros que c'est un amour tellement inconditionnel que l'un comme l'autre était prêt à se sacrifier. Enfin, Abraham a sacrifié son fils et Yitzhak a se laissé sacrifier par amour pour son père, par amour pour Akadosh Baruch Hu. Okay. Et le deuxième exemple d'amour, c'est Yitzhak et Rebecca, qui sont là, un homme et une femme, d'accord, et qui se marient, deviennent un, d'accord, et qui vont en plus aller, Yitzhak et Rebecca, nos trois couples d'avot, qui sont Abraham, Sarah, Yitzhak, Rivka, Rachel et Yosef, sont des couples qui vont avoir des problèmes de stérilité. Okay. Et on voit en fait que Yitzhak, c'est le seul des trois avot qui n'a jamais cessé de prier pour que sa femme tombe enceinte et ait un bébé. D'accord ? Et du coup, il a, peut-être parce qu'il a vu aussi sa mère avoir des difficultés, etc. Et qu'il a eu, bref, maintenant il n'a pas vu sa mère avoir des difficultés puisqu'elle a eu, c'est n'importe quoi. Alors, donc on voit en fait que la relation d'amour, eh bien, elle est une relation inconditionnelle. L'amour, c'est quelque chose, ahava, ok, c'est la même gematria que echad, qui veut dire un. Un parent, il fait un avec son enfant. Pourquoi ? Parce que quand tu l'as à l'intérieur de toi, il est d'abord en toi. Vous ne faites qu'un pendant 9 mois. Okay ?
Et ensuite, cette rachmanout, cette miséricorde qu'on va avoir, cette relation miséricordieuse qu'on a avec son enfant, elle est unique. Et elle est liée au rechem, puisque rachmanout, ça vient du mot rechem. Rechem, c'est l'utérus, qui fait qu'en fait, il n'y a rien qui pourra... C'est inexplicable l'amour d'une mère pour son enfant. D'accord ? Le Rav, il nous dit, à travers ça, on comprend donc que l'amour et les démonstrations d'amour, elles doivent être totalement inconditionnelles et qu'en plus, celui qui reçoit de l'amour conditionnel, eh ben, ça va lui poser un vrai problème dans la vie. Parce qu'en fait, il risque de penser que pour être aimé, il faut faire plaisir à l'autre. Et donc, souvent, quand il va grandir, eh ben, c'est une personne qui va peut-être pas être très épanouie dans sa vie parce qu'il va toujours penser que pour être aimé, il faut faire plaisir à l'autre. Que l'amour dépend, est-ce que la personne est contente ou non. Et donc, il va parfois peut-être être dans des situations où il ne va pas être lui-même en accord avec ce qui est bon pour lui. On connaît des gens qui vont faire des pieds et des mains pour aller satisfaire à droite, satisfaire à gauche et qui s'oublient et qui sont malheureux. Okay. Ou alors qu'ils vont aller choisir des maris ou des épouses en fonction de l'argent et qui vont être en fait des personnes qui demandent à être satisfaits, mais qui ne vont pas forcément se préoccuper du bien-être de l'autre. Okay. Donc, l'amour conditionnel, il a des effets à terme qui sont, entre guillemets, dévastateurs sur la psychologie de l'enfant quand il grandit même. D'accord ? Ça va même aller jouer jusqu'à à son bien-être en tant qu'adulte et même jusqu'à la relation qu'il va avoir dans son couple. Okay ? Les implications à long terme d'une relation avec le fonctionnaire. Ouais. C'est très beau ce qu'il dit aussi, le Rav Jacobson. Il dit la relation filiale, elle doit être indéfectible, irrévocable. L'amour que l'on porte aux enfants, il doit être marqué par le sceau de l'inconditionnalité. Et il dit, on doit s'inspirer pour ça de l'amour qu'Akadosh Baruch Hu, il a pour nous. Akadosh Baruch Hu, son amour pour nous, il ne dépend pas de si on est dans ses voies ou pas. D'accord ? Et d'où on sait ça ? Rabbi Meir Baal Hannes, il nous enseigne que il dit Ben Kacho ou Ben Kar Kroim Banim, qu'on soit dans ses voies ou qu'on soit pas dans ses voies en fait, qu'on soit comme ci ou qu'on soit comme ça, et ben malgré tout, on est appelé ses enfants à Kadosh Baruch Hu. Ok. Et c'est vraiment important parce qu'on pourrait croire que ah non, Hachem, il va aimer plus celui-là parce qu'il a un chapeau noir, parce qu'il est Shomer Shabbat, parce qu'il est... Non, Akadosh Baruch Hu, il appelle ses enfants n'importe quel de ses enfants. Et nous aussi, on doit aimer nos enfants, peu importe s'ils vont là où nous, on a envie qu'ils aillent ou non. Si Akadosh Baruch Hu, il se comporte comme ça avec nous, alors nous, on doit s'inspirer de lui. On est fait à son image. Et la meilleure chose qu'on puisse faire, c'est s'inspirer de son amour. Le véritable amour, nous dit le Rav Jacobson, c'est quand l'enfant se sent aimé et accepté tel qu'il est, sans aucune raison, juste pour lui-même. C'est ça le véritable amour. Voilà. On verra la semaine prochaine la rétention d'affection. Donc, c'est la suite de ce cours-là. Ouais. Par rapport à l'amour, l'affection. Ouais, exactement. Okay. On a encore au moins 1 ou 2 cours sur l'affection. Et après, on fera quelques exercices pratiques. Et ensuite, on parlera de la gestion de nos émotions. Parce qu'on disait, en fait, à quel point l'éducation, le Chinour Yeladim, c'est là pour nous faire grandir, nous. D'accord ? Donc, à partir du moment où c'est là pour nous faire grandir, les enfants, ils vont aller venir toucher exactement sur les méthodes qu'on doit travailler, nous. Okay ? Donc, on va ensuite, le Rav Jacobson, il va venir nous aider à travailler nos émotions pour améliorer nos midotes
et permettre que l'éducation se passe beaucoup plus smoothly. Okay? S'élever soi-même à travers ses enfants. Voilà. C'est beau. Merci Esther. Avec plaisir. Ouais, il y a Johanna qui est avec nous.